Voilà, chapeau à toutes ces personnes-là qui sont dans le circuit du recyclage. Là. On ne le dira jamais assez, hein, le plastique, ce n'est pas bon pour l'environnement. Soit on interdit ça réellement, et sur le terrain, on fait en sorte que l'interdiction soit de mise, soit on laisse faire. Mais au moins, il faut avoir l'honnêteté d'affronter donc ce souci-là avec beaucoup de totalité, on va dire ça comme ça, d'entièreté. Il ne faut pas faire de demi-mesure là-dessus. Le plastique, c'est interdit ou pas interdit. Il faut vraiment décider. Il y a des pays où on a réussi à le faire et puis ça a marché. Voilà, on va poursuivre dans cette spirale de sensibilisation, d'environnement, tout ça, mesdames et messieurs, avec maintenant notre très cher Cédric Lombardo, le monsieur développement durable de cette émission. Alors, rôle de la recherche dans la transition écologique et énergétique en Afrique. Oui, là, nous parlons de notre très cher continent qui souffre, Dieu seul sait, hein, des affres de l'environnement et ses effets pervers, surtout ceux qui ne respectent pas l'environnement. Alors, comment savons-nous, principalement en Afrique, que le climat change? Comment savons-nous que notre environnement n'est pas durable? Et surtout, comment saurons-nous définir ce que doit être un développement durable? On en parle tous les jours, développement durable, on se dit que c'est loin de nous. Et non, mesdames et messieurs, c'est au plus près de nous qu'on ne le pense. À tout cela, il y a une réponse. La recherche scientifique. À quel niveau la recherche scientifique est-elle dans notre continent? Parce que c'est vrai, on va attendre tout de l'Europe, des États-Unis, mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nos scientifiques font? Est-ce que nos chercheurs trouvent quand ils cherchent? On va poser la question. La recherche scientifique est souvent le parent pauvre, je l'avais dit à l'instant, du budget des États. Alors, il est important de démontrer son rôle dans la transition écologique en Afrique, donner des moyens à nos chercheurs, tout ça. La question était inscrite, mesdames et messieurs, au programme lors des récentes journées africaines de la transition écologique qui, vous le savez, se sont tenues à Abidjan. Avec Cédric, nous essaierons de comprendre le rôle de la recherche pour la transition écologique en Afrique. Alors, question. Cédric, bonjour. Bonjour Marcelin. La recherche est vraiment un parent pauvre des budgets de l'État, des États? Oui, la recherche est un parent pauvre des budgets de l'État. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je me rappelle un jour d'une belle étude qui faisait un peu l'historique de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Ça partait depuis l'IDESA. L'IDESA, c'était l'Institut des Savanes, c'était l'ancêtre de la CNRA, de l'actuelle CNRA, etc. Nostalgique, le Cédric. Et toujours. Et cette étude, en fait, montrait qu'on avait très tôt, dès les années 1936, et puis après les indépendances, on avait vraiment une dynamique de recherche scientifique en Côte d'Ivoire qui était assez importante. Et puis malheureusement, dans les années 85-86, le miracle ivoirien s'est un petit peu effondré. Le financement de la recherche est devenu jusqu'à inférieur à 0,05% du PIB de la Côte d'Ivoire. Et on s'est aussi retrouvé avec un moment beaucoup plus d'administratifs que de chercheurs. Donc, on a une recherche scientifique qui est majeure, qui a toujours été prise en compte. On a des difficultés financières, certes, mais on ne peut pas planifier demain, on ne peut pas imaginer demain si on ne soutient pas la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Et on a une recherche et des chercheurs de très très grande qualité. Oui, et je ne vous le fais pas dire, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à s'exporter. On a dans le cadre de voyages, on voit des chercheurs ivoiriens qui sont en Chine, en Australie, même au Brésil. Fuite de cerveau, là. Absolument, parce que si vous avez d'autres États où ils auront à la fois les moyens techniques pour financer, ils auront un soutien pour certains thèmes de recherche, le chercheur partira. Alors qu'on a besoin aussi qu'il soit capable de travailler en Côte d'Ivoire, qu'il reste, qu'il trouve et surtout qu'il partage. Alors, quelle est la première chose que doit faire la recherche? Alors, si la recherche scientifique veut agir, déjà, il faut commencer par dresser ce qu'on appelle l'état des lieux. Si on ne sait pas en matière environnementale, si on ne sait pas du tout à quoi ressemble le climat de la Côte d'Ivoire, si on ne connaît pas les ressources de la Côte d'Ivoire, si on ne sait pas exactement ce que nous sommes en train de faire, etc., nous serons incapables d'avoir les données nécessaires pour dire voici l'état initial de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, on dit souvent 16 millions d'hectares de forêt. Il a bien fallu les compter. Et aujourd'hui, on dit attention, on est en 2019, moins de 3 millions d'hectares de forêt. Il a encore fallu les compter. Donc, il faut que la recherche soit sur le terrain et qu'elle aille nous dresser l'état des lieux. Et pour ce faire, c'est le premier élément vidéo de ce matin où nous avions une intervention justement lors des Journées africaines de la transition écologique où un des chercheurs insistait sur l'importance de dresser l'inventaire. Premier élément vidéo de ce matin. Nous avons donc réalisé pour la zone de conservation beaucoup d'études, notamment la domestication d'un certain nombre de plantes. Donc, on a récupéré un certain nombre de plantes qui étaient dans le réservoir, donc qui allaient disparaître, qu'on a répiqué, donc on a fait des pépinières donc pour les reproduire. Et on a aussi fait des inventaires d'oiseaux, on a des posters. Et donc, à la fin, vous verrez que tout ceci-là va servir à l'éducation environnementale, à la conscientisation des populations. Alors, Cédric, l'équilibre environnemental est-il en danger? Parce que
seulement quelques espèces végétales et animales sont en voie de disparition? Absolument. Déjà, si vous partez dans la forêt du Banco, qui est à Abidjan, donc j'invite les gens à se rendre dans ce site magnifique, un des lieux les plus sécurisés de Côte d'Ivoire après la présidence de la République, hein, pour ceux qui ont toujours des inquiétudes sur la forêt du Banco. Et surtout, aller là-bas pour contempler la nature, c'est pas forcément pour faire des sacrifices. Ça, je dirais. Soit dit en passant. Bien, vous m'avez bien eu sur ce coup. Oui, parce qu'il faut aller contempler, il faut aller en famille avec les enfants. Il y a de bonnes choses à découvrir à la forêt du Banco. C'est pas seulement pour ce qu'on a dit tout à l'heure. Absolument. Eh bien, quand vous allez dans la forêt du Banco, il y a certains arbres, vous en parlerez avec les guides qui vous accueillent à l'arrivée, il y a des arbres que vous ne verrez plus en Côte d'Ivoire. Parce que pour que cet arbre naisse, il faut que la graine soit mangée par un éléphant. Et il faut que l'éléphant, je m'excuse du terme, défèque entre guillemets cette graine. Et alors elle pourra germer. Mais imaginez simplement aussi un monde sans abeilles. Parce que vous savez que dans certains pays, ça commence à exister. Vous avez en Chine des endroits où les abeilles ne sont plus présentes. Or, l'abeille est un allié du paysan. Vous l'avez dit la semaine dernière. L'abeille travaille pour le paysan. Et c'est lui qui est responsable de la pollinisation. Si vous perdez cette espèce animale, cette seule espèce animale, vous allez avoir beaucoup d'impact sur la productivité. Donc chacun a un petit rôle à jouer et s'il disparaît, le rôle, l'environnement peut être complètement modifié. Cédric, vous avez parlé de ce qu'on a fait à l'IDESA, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des chercheurs qui ont cherché dans le temps, qui ont trouvé, il y a le passage de Rulet aux chercheurs présents. Alors pourquoi les résultats de ces recherches n'ameutent personne? Pourquoi les résultats? Alors déjà, la première chose, c'est est-ce que tout le monde est au courant de ce qui se passe? Ça, c'est la première chose. Est-ce que les gens se rendent compte que nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la 6e extinction de masse? Quand on parle de la biodiversité, cette semaine, c'était la semaine dernière, c'était la saison où il y avait une grande réunion internationale sur la biodiversité, et on se rend compte que nous avons des espèces animales qui disparaissent à un rythme vertigineux. Nous sommes la première génération à avoir conscience de ce qui est en train de se passer, mais nous serons aussi la dernière génération à être capable d'agir pour empêcher le pire pour nos enfants. Donc la difficulté, c'est est-ce que tous nos gouvernants, est-ce que toutes les populations ont conscience de ce qu'il se passe? Reçoivent-ils l'information en termes de danger pour nous et les générations futures? Et reçoivent-ils surtout l'information pour agir? C'est encore de nouveau le rôle de la recherche. Informer, sensibiliser et donner les moyens de l'action. Alors, quand on a fini de faire l'état des lieux, d'informer, de donner, alors quelle est la seconde étape après l'état des lieux? Après, on fait quoi? Absolument. Une fois qu'on sait ce qui se passe, une fois qu'on a une bonne vision de ce qui se passe sur le terrain, ce qui est très important après, c'est de partager l'information. Comme on l'a déjà dit, c'est vrai qu'il faut dresser l'état des lieux, mais si vous avez un certain nombre d'informations qui seront intéressantes pour ma discipline, mais que vous les gardez pour vous, ça ne va pas fonctionner. On a trop l'habitude de... C'est très africain, ça. C'est très africain. Et puis, j'ai presque envie de dire c'est aussi mondial, malheureusement, parce qu'on vit dans un monde où les gens pensent qu'il faut rester en compétition. Ce que je sais, c'est mon actif, c'est mon bien, il faut que je le préserve pour être capable d'avancer. Non, nous devons changer. Il faut partager pour les générations futures. Il faut travailler en collaboration. Et les meilleurs seront toujours au-dessus de l'échelle, qu'ils n'aient pas peur pour leur avenir. Donc aujourd'hui, il y avait un élément qui était très intéressant qu'on avait voulu présenter, c'était oui, il faut dresser des lieux, mais il faut aussi partager les données. Et c'est le second élément vidéo de ce matin, la seconde intervention d'un de nos chercheurs. Reste le maître mot et j'insiste là-dessus, mais pour s'adapter, il faut observer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut acquérir énormément de données. Et je me plais à dire souvent que, et là, quand vous prenez les GAFA, vous voyez que les données, en Afrique, on ne l'a pas encore compris, mais les données, ça je le dis, les data, c'est l'or ou le diamant du 21e siècle, 22e siècle, enfin, je ne sais pas, dans le siècle à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui aura l'information, qui aura les données, parce que ce sont ces données-là qu'on analyse et qui nous permettent de savoir comment notre monde évolue. Alors, sans ces données, je vous assure que même une adaptation adéquate nécessite qu'on ait la bonne information. Parce que vous pouvez faire quelque chose, si elle n'est pas adaptée, enfin, si elle n'est pas adéquate, vous voyez que ça sera voué à l'échec. Donc, il faut l'observation. Et j'insiste là-dessus, il faut investir énormément dans l'observation, dans l'éducation, parce qu'il faut des personnes formées pour analyser ces données et de tirer les conclusions qu'il faut. Alors, j'espère que tous les intervenants que nous allons inviter la prochaine fois à Matin Bonheur vont comprendre, c'est très important. L'intervenant nous a dit que la donnée, c'est le diamant
c'est le diamant du futur. Souvent de fois, lorsque nous invitons des gens ici, quand on leur pose des questions sur les statistiques, les gens pensent qu'on veut les enquiquiner, alors que c'est sur ça qu'on doit bosser, c'est le prérequis. Il faut que, quel que soit le domaine où vous êtes, d'où vous venez, il faut que vous puissiez donner des chiffres. Moi, je peux dire combien d'émissions on a fait jusqu'à présent, combien d'émissions il nous reste, le ratio d'invités au niveau social, société civile, tout ça. Il faut que nos intellectuels, tout le monde, on puisse avoir le réflexe des statistiques. Alors, il nous a dit que c'est le diamant du futur. Vous confirmez? Alors oui, c'est le diamant du futur parce que, comme vous l'avez dit, de toute façon, il est impossible de piloter ce que l'on ne sait pas mesurer. Comment piloter un changement si on ne sait pas mesurer le changement? Comment savoir ce qu'on doit faire si on ne sait pas mesurer l'état des lieux et mesurer l'action que nous allons mettre en place? Donc oui, la donnée, c'est le diamant du futur et il l'a très bien démontré. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus que nous devons toujours rester, comme vous l'avez dit, en train de protéger ces données. Je vous prends un exemple simple. Un jour, on travaillait sur l'estuaire de Grand Laou. Or, l'estuaire de Grand Laou, pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne, on a besoin de savoir comment fonctionne le fleuve Bandama. Impossible d'avoir des informations sur le fleuve Bandama. Et Dieu merci, vous avez un opérateur en Côte d'Ivoire, vous avez 2 barrages sur le fleuve Bandama, vous avez une entreprise qui gère ces barrages, on a discuté avec elle, et elle nous a dit, écoute, nous on peut te dire à Kossou, à Tahabo ce qui se passe. Et quand on a reçu ces informations, mais ça a radicalement changé notre compréhension de ce qui se passait à Grand Laou. Donc oui, la donnée, c'est le diamant du futur, mais il ne faut pas cacher le diamant dans un coffre-fort pour augmenter sa valeur. Il faut partager ce diamant pour que lui-même permette de créer beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de richesse. Ceux qui veulent rester accrochés, cachés sur les données, ceux qui ont peur de montrer la vérité, ne participent pas du tout au développement de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, on parlait de déchets. Combien de millions de déchets sont produits sur la ville d'Abidjan? L'État le sait, mais est-ce que nous le savons? Franchement. Combien sont récoltés? Combien ne sont pas récoltés? Si on ne le sait pas, on ne peut pas agir. Que l'État le sache grâce à la pesée sur les bascules, c'est fantastique, mais partagez l'information. Et dernier élément, allez voir le site de l'ANARE, l'Autorité nationale de régulation de l'électricité. Chaque année, vous avez un rapport qui est publié sur l'électricité en Côte d'Ivoire, mais c'est une mine d'or. Chaque kilowattheure, chaque petit pied de gaz, tout est calculé et surtout, tout est partagé. Et donc, on sait exactement dans quel monde nous pouvons aller grâce à ça. Alors, c'est bien. Que fait la recherche pour augmenter la production agricole et sauver la biodiversité? Ah, ça c'est la question pragmatique, parce que c'est la réponse dont ont besoin nos chercheurs. Et comme vous le savez, il y a 2 types de recherche. Il y a d'abord ce qu'on appelle une recherche fondamentale. C'est ça qui doit nous permettre vraiment de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe à l'origine. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la recherche-développement. Et c'est là où les chercheurs vont pouvoir développer des choses concrètement sur le terrain. Et dans ce cas précis, excusez-moi, moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention du coordonnateur de Wascal, qui est un centre de recherche sur l'adaptation au changement climatique, qui va nous expliquer ce qu'ils font en matière de recherche et développement dans le domaine de l'agriculture. Petite pause technique. Bon, c'est pas grave. Alors le Wascal, c'est un centre de recherche qui a été lancé, qui est basé d'ailleurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est sur la route de Bingerville. Quand vous allez vers Bingerville, vous verrez qu'il y a un petit bâtiment qui est une extension de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et ce centre de recherche fait des choses absolument magnifiques. Il est dédié à l'agriculture et au développement durable. Et l'intervention sur laquelle devait participer ce monsieur, si on ne peut pas la lancer, je vais la faire à sa place. Puisqu'on n'a pas eu la chance de voir l'élément, parce qu'on a, bon, je préfère ne pas le dire comme ça, on n'a pas... oui, c'est bien facile hein, de dire ça comme ça. On est victime parfois aussi de choses qui ne dépendent pas de nous. Toutes nos excuses aux téléspectateurs, parce qu'on voulait vraiment... et en plus, c'est l'intervention que vous attendiez. Soutenir la recherche et le développement. On a parlé de l'état des lieux, partage des données, soutenir la recherche et le développement. Absolument. Alors, ce que fait le Wascal en ce moment, il travaille sur 2 choses que je trouve absolument intéressantes. La première, c'est ce qu'ils appellent la diversification. Vous savez que quand on regarde une plantation, parfois vous allez vous retrouver, rentrez sur une plantation, vous avez des hectares de bananes, vous avez des hectares d'ananas, vous avez des hectares de cacao. Bref, vous n'avez qu'une seule et unique monoculture. Et du coup, quand le prédateur va arriver dans cette plantation, mais pour lui, c'est un régal. Il n'y a aucun ennemi, il peut manger toutes les bananes qu'il veut, il peut manger tous les ananas qu'il veut. Et donc, un des travaux de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle la diversification. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est tout simplement d'associer ensemble plusieurs plantes, parce qu'un jour, une plante va pouvoir, chasser un prédateur, une autre plante va pouvoir apporter une solution. Donc, ils travaillent sur la diversification. On appelle cela aussi la permaculture. Et un jour, ça sera un sujet que j'aimerais beaucoup traiter sur ce sujet. On va faire sans les vidéos, c'est mieux comme ça, pour ne pas frustrer encore plus les téléspectateurs. Face aux enjeux du développement économique, l'Afrique a-t-elle la possibilité d'inventer une agriculture plus écologique et plus rentable? Ah, bien entendu, parce que de toute façon, qui mieux que l'Africain connaît la manière de gérer le sol de l'Afrique? Et vous savez, on parle beaucoup de nouvelles inventions
inventions du futur, etc. Mais ce qui est absolument magnifique, c'est de regarder dans ce qu'on appelle les traditions ancestrales, les pratiques ancestrales. Un jour, sur ce plateau, on avait notamment parlé de du zaï ou de l'art d'utiliser le termite pour être capable de fertiliser le sol. Et ça, c'est pas la recherche scientifique qui va l'inventer. Par contre, la recherche aura un rôle, c'est d'aller à la rencontre de la tradition, de comprendre comment agissent nos anciens et d'arriver maintenant à bien expliquer ce qui se passe pour que nous, générations et nos générations futures, parce que nous, on n'est pas des générations futures, pour que les générations futures sachent exactement ce qu'elles doivent mettre en place. Et ça sera aussi un des rôles très très importants de la recherche scientifique. Alors, quel est le dernier... Oui, africaine, c'est bien de le préciser. Quel est le dernier grand rôle que doit jouer la recherche pour une transition écologique? La formation. Parce que comme vous l'avez dit, malheureusement, et parfois je râle un petit peu quand je rentre même dans certains centres de formation en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que j'arrive chez eux, je vois les rapports de thèse qui sont sur les bureaux, mais il y a des choses qui sont tellement magnifiques, qui sont écrites, mais tout ceci va rester dans un tiroir. Et donc il est extrêmement important, pas simplement de le faire, c'est de dire je vais aller informer, je vais aller sensibiliser, je vais aller raconter les stratégies auprès des populations. Et le dernier élément qu'on voulait vous montrer ce matin, c'était simplement un petit quelque chose sur la formation sur l'apiculture, la gestion des abeilles. On le disait en entame, l'abeille est un pollinisateur majeur de l'agriculture, c'est un allié de chacun des paysans. Mais voilà, quand on veut récolter le miel, très souvent, on est en train de détruire le nid des abeilles, la ruche. Et donc, il est important de pouvoir former les gens, leur dire voilà comment... C'est en cela qu'il faut partager les données, il faut communiquer. La marée, par exemple, son rapport doit être public. Il l'est. Oui, c'est un des rares, malheureusement. Mais moi, je ne peux rien faire en énergie si je n'avais pas ce rapport sous les mains. Je ne pourrais rien raconter. Et puis, comme vous l'avez dit en entame, quand vous voulez montrer l'efficacité de votre travail, simplement vous préparez vos différents indicateurs de performance. Combien de temps j'ai passé avec M. Lombardo? Combien de thèmes avons-nous fait? Combien d'heures d'antenne avons-nous diffusé ensemble? Une fois, il y a eu de plantage pour ces vidéos. C'est rare, c'est très rare, c'est très très rare. Mais à l'époque, c'était rare. Bon, il y a 11 ans, vous vous rappelez comment on travaillait? Alors, ce cas pratique, on a vu, il faut former les populations, sensibiliser, anticiper, beaucoup anticiper. Alors, à chaque fois, le nombre de bénéficiaires est faible. Comment toucher nos producteurs et les toucher de façon continue? Oui, question, non, c'est le plus important parce qu'on a tellement de centaines de milliers de planteurs dans ce pays et chaque fois qu'on voit une petite action de formation ou de renforcement des capacités, c'est peut-être 40 planteurs, 100 planteurs, 150 planteurs, mais c'est largement insuffisant. Et on doit travailler pour cela sur deux leviers. On doit d'abord avoir une véritable volonté de la part de l'État de vouloir informer les gens. Je prends un exemple bête, vous savez, c'est... Quand on veut travailler sur ce qu'on appelle la topographie, lorsque les États-Unis envoyaient la navette spatiale dans l'espace, à chaque fois que la navette spatiale rentrait sur Terre, elle faisait un petit scan, elle faisait une petite photo en permanence de la Terre. Et quand vous allez sur les sites des Nations Unies, sur le site de la NASA, vous avez accès gratuitement à un certain nombre de données. Vous avez des outils, on va vous expliquer comment utiliser ces données. On va vous former sur Internet pour le partage de ces données. Donc c'est là où le peuple américain, excusez-moi, où l'État américain a dit on investit des milliards de dollars dans la recherche spatiale, il faut que le peuple comprenne à quoi ça sert, mais pour qu'il le sache, simplement on lui donne la donnée, on lui donne l'information, on partage avec lui, et ça aussi c'est un rôle de l'État, parce que s'il ne nous forme pas, s'il ne nous enseigne pas, nous ne serons pas capables de bâtir la Côte d'Ivoire que l'État planifie. Alors, vous savez, l'appel d'Abidjan, vous vous rappelez le fameux appel d'Abidjan de 2017 pour la recherche, est-ce qu'on peut dire que c'est tombé à l'eau? Écoutez, c'est tombé à l'eau, non, parce que grâce à vous, on le merci Marcelin, grâce à vous, on va encore le redire aujourd'hui. En 2017, il y a eu un plaidoyer de la part de tous les chercheurs, c'est mais comment voulez-vous que nous puissions inventer la Côte d'Ivoire de demain si vous ne nous aidez pas dans nos recherches scientifiques? Comment voulez-vous que nous puissions réaliser la Côte d'Ivoire de demain si nous ne partageons pas ces données? Et l'appel d'Abidjan de 2017, ça sera encore celui d'aujourd'hui en 2019 et on le recommencera en 2020, 2021, inlassablement. De grâce, investissez dans la recherche scientifique, de grâce, partagez les informations de nos chercheurs, sensibilisez les populations, donnez-nous les outils pour que nous puissions travailler. Nous avons le pain quotidien, merci, nous devons faire le pain de demain. Très bien, très belle conclusion avec Cédric Lombardo. Il ne faut pas faire de la rétention d'informations, il faut partager, il faut déléguer, il faut faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à l'information. Et c'est l'environnement qui s'en porterait mieux. Hein. Le développement durable, c'est une mine d'or, c'est un diamant brut, comme l'a dit l'intervenant dans un des éléments vidéo qu'on a eu la chance d'avoir. Merci beaucoup.